Eh, ça vous dirait pas un petit top? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. On va se refaire un petit top. Je sais que la dernière fois, la vidéo sur le classement des 10 motos de série les plus puissantes jamais fabriquées vous avez plu. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un autre classement. Nous allons parler du top 10 des meilleurs roadsters sportifs. En tout cas, selon moi, c'est un classement totalement personnel. Il y a des critères pour rentrer dans ce club, hein. On va pas se permettre d'admettre tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un roadster sportif à mon sens? Eh bien, il s'agit d'une machine dont la puissance est comprise entre 100 chevaux et 125 chevaux, c'est-à-dire suffisamment de patates pour commencer à rentrer dans un club qui est un petit peu sympa, mais sans non plus trop se faire peur avec les brutes de la catégorie des hyper roadsters. Ça, vous connaissez, hein, faire attention. Ensuite, nous allons prendre des machines qui sont au plus anciens de 2012, hein. Je vais pas non plus remonter à 30 ans en arrière, sinon je vais avoir des gens qui vont me dire « Oui, mais t'as oublié la Yamaha WCX 7592 avec ses 92 chevaux de temps. » Non, 2012 maximum, et bien évidemment restez jusqu'à la fin pour découvrir celle que je considère être la meilleure du classement, le plus incroyable roadster sportif en vente à l'heure actuelle. On y va, c'est parti. Alors la première, elle est un petit peu hors propos, hors catégorie, c'est une machine très particulière, mais je voulais absolument vous en parler. C'est la Benelli TNT 899. Alors cette machine, elle est peut-être pas très connue, hein, parce que c'est une marque qui n'est pas forcément très célèbre. Benelli, ils ont fait des motos incroyables pendant un temps, et elle est donc la petite sœur de la célébrissime TNT R160 ou 1130, hein, il y en a eu deux versions, qui sortaient 160 chevaux dans un 3 cylindres assez vénère, donc autant vous dire que ça pulsait bien. Là, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus humain, hein, d'un petit peu plus conduisible, hein, pour pas se foutre dans les arbres, et donc on passe à 125 chevaux, donc elle est pile dans la limite, un look qui est vraiment incroyable, hein. Il y a peu de motos qui ont un design comme ça, un très insectoïde, mais à la fois aussi très musculeux, très énervé. J'adore le design de cette moto. On est sur une fourche Marzocchi de 50 mm, donc c'est un truc super violent. Les prétentions sportives de cette moto sont très très bonnes, mais bon, après, il y a 2-3 trucs qui vont pas forcément. Le tableau de bord fait extrêmement vieux, hein. Même à l'époque, c'était pas GG. Et la fiabilité de Benelli, bon, la moto, elle démarre un jour sur 6, sur 7, sur 8, ça dépend, hein, des conditions. Autant vous dire que c'est clairement pas une moto à avoir en seule machine. Par contre, pour les collectionneurs, ça peut être vraiment quelque chose de très très chouette. Le moteur est super sympa, mais il faut vraiment pas regarder à certains éléments autour, comme le tableau de bord dont je vous parlais, parce que ça, c'est pas GG, quoi. Allez, on enchaîne avec la 9e place, et on va parler de la Suzuki GSX-S 750. Suzuki a abandonné le segment. Alors, autant vous dire que, voilà, je suis un petit peu surpris, mais Suzuki ne fait plus de roadster sportif de plus de 100 chevaux. Aujourd'hui, la gamme est divisée en deux machines. La GSX-S 1000 avec ses 150 bourrins. Apparemment, c'est pas vraiment 150. Alors ça, par contre, c'est un truc que j'ai jamais compris. Il y a plein de gens qui me disent, et j'ai lu les articles, hein, que la GSX-S 1000 ne fait pas vraiment 150 chevaux. Quand les ingénieurs de chez Suzuki ont été interrogés, ils souriaient. En fait, ça veut dire qu'elle en a plus. Mais gars, si tu sais que ta moto, elle sort plus de chevaux, et que tous les passages au banc vont montrer qu'elle a plus de chevaux, certains comme argument marketing, je veux dire, cette moto, elle a été descendue entre guillemets quand elle est sortie parce qu'elle était moins puissante que tous les hyper roadsters de la production. Mais si elle sort 160 chevaux, eh ben dis-le, tu la mets en concurrente directe d'une S1000R et là tu rigoles. Bon bref, c'est pas le sujet. Et donc de l'autre côté, la GSX-S 950 qui elle fait 95 chevaux. Alors je vous avoue que la politique de Suzuki là-dessus, je la comprends pas trop, hein, parce qu'on a 50 cm3 d'écart entre les deux machines qui vont peut-être rester toutes les deux au catalogue, un petit peu comme c'était le cas avec la Z900 et la Z1000, mais là encore il y avait 100 cm d'écart, je comprends pas. Toujours est-il que avant cette époque, on avait la Suzuki GSX-S 750 avec une bouille inspirée de la GSX-S 1000 de l'époque. Moi j'aimais bien les lignes, je trouvais que ça rendait plutôt bien, elle avait un look assez sympa. 114 chevaux, 213 kg en ordre de marche, un contrôle de traction et même des modes de conduite, ça en faisait une machine qui était pas dégueu, faut dire ce qui est. Maintenant il manquait quand même pas mal de technologie, hein. On n'avait pas de quick shifter, on n'avait pas d'anti-wheeling, tout ça. Le poids était quand même un peu lourd pour ce qu'on a aujourd'hui dans le top de la catégorie. Et puis aussi, bon, il y a petit détail de finition à droite à gauche, l'échappement, je suis pas très fan. C'est pas une mauvaise moto en soi, c'est juste qu'elle a pas nécessairement les armes pour aller grappiller les places les plus élevées de ce classement. Dégage-toi. Allez, maintenant on va parler de la 8e place de ce classement, et figurez-vous que elle est devant moi. Et oui, la Kawasaki Z900. Alors certains auraient pu s'attendre à une place plus élevée de cette moto dans ce top, mais malheureusement je ne peux pas le lui accorder.
regardez, c'est une machine qui est sympa, qui a vraiment un moteur qui est chouette, qui a des prétentions dynamiques qui sont aussi assez cool et qui se vend par paquet de beaucoup. Donc vous vous doutez bien que le succès commercial n'influence pas pour moi ici dans mon classement, mais la Z900 ne peut pas tenir la concurrence face à ce qu'il y a au-dessus d'elle. Pas de quick shifter up and down, une technologie qui est très pauvre, un écran TFT qui est certes pas mal, mais qui commence vraiment à être un peu petit et triqué pour cette machine-là. C'est une machine qui est quand même encore lourde malgré l'adoption du treillis tubulaire, qui dans sa version standard a encore des solutions technologiques qui sont pas bonnes. Même pour moi, la SE ne va pas aller plus loin que cette 8e place. Encore une fois, ne vous méprenez pas, si cette moto rentre dans le top, c'est qu'elle est passée devant beaucoup d'autres machines et qui donc en fait un engin sympa, mais encore une fois, elle ne peut juste pas lutter face aux bécanes qui sont au-dessus. Donc maintenant, c'est l'heure de la 7e place, BMW F900R. Alors là, les Allemands, ils ont fait quand même un travail assez sympa avec cette moto parce qu'ils ont retravaillé le moteur. Depuis la génération F800, elle a pris 15 chevaux, elle arrive à 105 chevaux, lui donnant donc le sésame pour rentrer dans ce classement. Je vous le rappelle, c'était entre 100 et 125 bourrins. Donc on a des choses très sympas. Le prix déjà, c'est une bécane qui est abordable, l'écran est super stylé, la moto fait assez premium, assez valorisante quand on la regarde. On a une évolution qui est quand même bienvenue au niveau des modes de conduite de l'ABS, et par contre ensuite on va avoir des choses qui sont vraiment pas dingues. Le réservoir est extrêmement limite, 13 litres, on n'est pas du tout sur la machine la plus légère du plateau avec 211 kg, donc ça c'est pareil. Et puis bah c'est BMW quoi, c'est-à-dire que vous partez d'une bécane qui n'est pas très chère, et pour rajouter les modes de conduite, le shifter et toutes les options, on se retrouve avec une des motos les plus chères de ce comparatif. Alors d'un côté ça vous permet de vous faire la moto à la carte que vous voulez, mais il faut aussi être honnête, la plupart des gens en occasion aujourd'hui ils achètent les machines full option. Si vous ne l'avez pas pris à l'achat, ben vous allez vous retrouver bloqué et votre moto vaudra pas grand chose. Donc bon, je suis pas non plus très fan, et c'est la raison pour laquelle cette moto elle est pas plus haut dans le classement, d'autant que les prétentions dynamiques sont pas non plus incroyables, hein. Attention, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais elle méritait pour moi d'être au-dessus de la Z900 dans le sens où elle peut accueillir toutes ces options de technologie, elle est relativement sympa au niveau du look, elle fait fini, elle fait premium, c'est la 7e place, et ensuite après la 7e, bah il y a la 6e. Allez, là maintenant on part vraiment sur des extrêmes qui n'ont plus rien à voir avec la MV Agusta Brutal 800 Rosso. C'est une œuvre d'art, soyons honnêtes, c'est une œuvre d'art, elle est magnifique. S'il y a bien un truc qu'on peut pas enlever aux constructeurs de Varese, c'est qu'ils savent faire des machines qui vous flattent autant l'œil que les oreilles, que les sensations de conduite, hein, parce que ça n'a jamais été des motos avares à ce niveau-là. Bon, rien que l'échappement d'origine, hein, je pense que ça doit être peut-être un des plus beaux échappements que j'ai vu de ma vie, en comptant les échappements aftermarket, hein, je parle même pas juste de ce que les constructeurs mettent de base. Les 3 flûtes sont absolument incroyables. On a une machine qui sort une puissance correcte de la part de ce 3 cylindres. Alors, il y a un positionnement qui, moi, m'embête un petit peu, c'est que la version ultime de la Brutal 800, la RR, sort 140 chevaux, alors que là, on est dans les 110, 115, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais vous l'avez à l'écran. Mais le problème, c'est que moi, ça me dérange ce genre de choses. Fait, je peux concevoir que quand on a des versions un petit peu premium, on est 3, 4, 5 chevaux en plus sur un véhicule. Là, il y en a quand même plus de 20, presque 30, et ça me pose un vrai souci parce que, vous savez, c'est comme les iPhones, que vous achetez l'iPhone 14 128 ou l'iPhone 14 256, la seule chose qui va changer, c'est les gigas, c'est pas les performances du produit. Là, c'est pareil, ça m'embête un petit peu. Bon, ça reste quand même une machine qui est incroyable, qui vous donne des sensations qui sont folles. Par contre, et c'est la raison aussi pour laquelle elle n'est pas plus haut dans ce classement, la fiabilité MV Agusta, c'est pas encore ça, même si c'est bien mieux, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et surtout, bon, le réseau MV Agusta, pour faire entretenir votre moto, croyez-moi, c'est largement plus complexe. On va dire que la conséquence, le corollaire de ça, c'est qu'en fait, bah, MV Agusta, c'est pas une entreprise qui a eu toujours une santé financière incroyable, elle a été reprise à de nombreuses reprises. Et donc, du coup, eh bien, c'est un pari d'acheter une MV Agusta. C'est un pari. Pour moi, c'est toujours un petit peu risqué. Bon, après, ça reste une œuvre d'art et encore une moto de collectionneur. Si vous avez les sous et peut-être une autre petite moto à côté, vous pouvez y aller sans trop de soucis. Et ben voilà, on arrive dans le top 5 gentiment. Alors qu'est-ce qui va nous réserver? Qu'est-ce qui va être le 5e élément? La nouvelle Ducati Monster. Et oui, je sais que celle-là, vous allez gueuler parce que ça a fait gueuler tout le monde en fait, hein. On a abandonné sur cette nouvelle génération plein de choses. On a abandonné les chiffres, plus de 821, de 797, de 1002, c'est fini, tout ça, c'est terminé. Et on a abandonné aussi, eh bien, le treillis tubulaire, on a abandonné le monobras oscillant, beaucoup de choses auxquelles les fans de Ducati étaient attachés, et je peux le comprendre en soi, hein. C'est aussi ce qui construit l'identité, l'histoire, la culture
des machines. Malheureusement, il était temps pour Ducati de passer à la nouvelle génération et ça n'a pas été qu'un mal parce que cette moto fait 18 kg de moins que la précédente version, lui faisant atteindre le poids le plus léger de ce comparatif, 166 kg, ex aequo avec quelques autres machines, on va en parler après. Et la bécane se dote de beaucoup de technologie, on va gagner des modes de conduite, du contrôle de traction, du quick shifter up and down de série, vraiment elle devient très agressive à ce niveau-là. Le bicylindre à 111 chevaux, eh bien, devient vraiment correct. Les prestations dynamiques de la machine sont très bonnes. Alors, j'ai essayé cette moto sur la chaîne, je l'ai essayé. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. La vidéo sur YouTube, un jour, c'était pas au début, hein, c'était pas quand je l'ai mise en ligne, c'était au bout de quelques mois, elle a totalement frisé, elle a bloqué et je ne pouvais plus rien en faire. Donc, si l'essai de la Monster peut vous intéresser, vous me le dites dans les commentaires. Et d'ailleurs, donnez-moi votre opinion dans les commentaires sur tout ce que j'ai dit. Dites-moi à quel point c'est honteux, c'est scandaleux que je mette telle moto en 8e, en 7e, en 2e. Ce sera très bien pour le référencement et ça nous permettra d'échanger. Il y a une version SP de cette moto avec des équipements sensiblement plus vénères, hein, du Brembo Stilema, de l'échappement Terminioni. Bon, le prix, il est vénère aussi, hein. Je crois qu'il y a 4-5 000 € de différence entre les deux. C'est comme Ducati savent le faire, hein, la version un petit peu particulière, un petit peu spéciale. C'est une machine très bien. Pourquoi en 5e? Eh ben, je vais vous le dire. Tout simplement parce que cette moto génère de la chaleur de façon insupportable. C'est simple. En ville, j'étais obligé de rouler comme ça, de faire donc des exercices de squat, vous voyez. Parce qu'en fait, sinon, ma cuisse était brûlée. Le dégagement de chaleur des machines Ducati, c'est un problème qui est récurrent, on le sait. Alors, il y en a certaines où ils réussissent à s'en accommoder très bien. La Multistrada, aucun problème. La Diavel, apparemment, ça marche aussi très bien. J'ai pas eu l'occasion d'essayer des Diavel récemment, mais avec la V4 qui arrive, ça va être chouette. Et celle-là, je ne sais pas pourquoi, comme la Panigale, le dégagement de chaleur est insupportable. Voilà la raison pour laquelle elle n'aura pas réussi à monter plus haut dans le classement. Voilà. Allez, 4e, et alors celle-là, je peux vous assurer que vous ne l'attendez pas au tournant, mais pourtant je l'ai pris quand même. La FTR Indian 1200, et oui, j'ai osé, j'ai pas de problème avec ça, puisque cette machine rentre dans la catégorie. C'est un roadster avec des velléités assez sportives, qui est dans la puissance demandée, on est à 122 chevaux. Elle est lourde, hein, elle pèse 230 kg, mais c'est la plus coupleuse du plateau, on est à 12 mètres kg, et ce machin va vous arracher les bras à chaque accélération, et ben c'est une super machine. Moi, je l'ai essayé à l'époque avec des pneus à crampons. Il va falloir que j'aille voir HVR 91 pour leur demander de me reprêter la nouvelle version, puisqu'ils ont enfin chaussé la FTR avec des montres sportives. Cette idée de moto, dirt track, etc. Bon, c'était rigolo, ça faisait marrer les fans, mais c'est un roadster sportif, ça. C'est fait pour envoyer sur la route, pas pour aller taper de la terre sur des pistes. Une finition qui est extraordinaire, hein. Indian, ils savent vraiment faire des motos qui sont super belles. Un tableau de bord qui est très américain. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais quand vous êtes devant des tableaux de bord, des écrans TFT, que ce soit européen, que ce soit japonais, vous vous en rendez compte, vous voyez qu'il y a une identité qui est un petit peu propre au pays d'où vient la moto. Et ben ça, ce tableau de bord, il fait purement américain. Donc j'aime bien, je trouve que c'est frais, c'est rafraîchissant, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de différent. On a de la Durit Aviation de série sur toutes les motos. Vraiment, pour le coup, cette machine, elle est très chouette. Pourquoi elle est pas plus haut? Bah, pour toutes les raisons que je vous ai dit, elle est un peu lourde, c'est pas non plus la plus sportive du lot, mais elle méritait très clairement sa 4e place ici, et moi ça me fait plaisir d'avoir une machine un petit peu originale comme ça. Et oui, c'est le top 3, on arrive aux 3 meilleurs roadsters sportifs selon moi, et la 3e va me faire très mal. Je voulais pas la mettre, parce que j'aime pas cette moto. Mais je dois être objectif aussi. Yamaha MT-09, et bon, plutôt la Yamaha MT-09 SP, en réalité la version ultime. Depuis 2014 et l'introduction du CP9, ce nouveau type de moteur 3 cylindres complètement barjo, eh bien Yamaha a mis un peu à mal la catégorie des roadsters sportifs, hein, il faut être honnête. Et la réalité, c'est que aujourd'hui la MT-09 version SP est une des meilleures machines que vous puissiez acheter dans ce segment. Elle gomme avec cette version ultime et bien tous les petits défauts qu'elle pouvait avoir au niveau de sa suspension un peu fofolle, puisque là on a vraiment un élément très sérieux avec de l'amortissement Öhlins, et on va avoir de la technologie à tous les étages avec du contrôle de traction, de glisse, de wheeling, régulateur de vitesse, quick shifter up and down, bref, il y a de tout. Une bécane très légère, 190 kg en ordre de marche, donc c'est vraiment une des plus agiles, des plus légères du segment. Le moteur CP9 3 cylindres 119 chevaux qui est explosif et qui très clairement, quand je l'ai testé, me paraissait avoir beaucoup plus de couple qu'elle n'en a sur la fiche papier. Ça,
c'est vraiment super stylé comme moto. Par contre, le look, je la trouve à gerber, je vais être honnête, je n'aime pas du tout ce design. Le tableau de bord, il est moche, mais je suis obligé d'être honnête, c'est une bécane qui est super sympa. Elle coûte 12 500 € neuf, donc clairement, ça se fait. Je suis obligé d'être honnête, Allez, la deuxième, c'est parti pour le Royaume-Uni. Et oui, nous allons parler triomphe, mesdames et messieurs, c'est normal. Je sais, certains d'entre vous l'attendaient peut-être à la première place du classement, mais non, dans mon cœur, il y en a une autre. Néanmoins, la Triumph Street Triple 765 RS, et oui, parce que je vais chercher la meilleure version, est un monstre. La Street Triple est depuis une décennie l'une des meilleures, voire la meilleure de cette catégorie-là, il n'y a pas de doute possible. Et la version 765 RS ne fait que se bonifier avec 123 chevaux dans ce 3 cylindres extrêmement expressif et explosif. Le châssis de la Daytona, la sportive disparue d'Hinckley, mais qui avait des qualités dynamiques extraordinaires. Un freinage Brembo M50 de la Durit Aviation, un tableau de bord à tomber, une précision et une agilité comme aucune autre n'a dans ce segment. C'est une arme, c'est une machine avec une finition comme Triumph sait en faire, c'est à tomber, c'est super beau, extraordinaire. Si vraiment vous avez les moyens, parce que celle-là c'est une des plus chères, 12 800 €, mais si vous pouvez vous l'offrir, c'est difficile de faire mieux que ça. Difficile, mais pas impossible. Enfin, en tout cas, à mon sens, il est l'heure de vous révéler la première machine du segment des roadsters sportifs dans cette catégorie de 100 à 125 chevaux, la KTM 890 Duke R. Et oui, c'était convenu, c'était prévu d'avance, vous le savez, j'adore KTM, et pour moi, cette moto, elle est au-dessus de la Triumph pour quelques raisons. Déjà, on a un moteur bicylindre qui développe 121 chevaux et 10,10 mètres-kg de couple, une valeur que la Triumph ne peut pas prétendre, donc ça va lui donner un comportement bien plus énervé dans les bas régimes, et ça, moi, j'adore le couple. On va avoir une gueule qui est très particulière, ça, vraiment, je vais pas le retirer, que le design de cette moto ne plaît pas à tout le monde. Moi, je l'aime beaucoup, surtout dans ces nouvelles couleurs qui sont très, très sympas. Et ensuite, on va avoir des équipements totalement débiles, une fourche WP Apex gigantesque, du freinage Brembo Stylema, donc c'est la seule du segment à proposer ça, je vous le rappelle. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment utile, mais en tout cas, c'est là. Une bécane qui fait 166 kg, encore une fois, le même poids que la Monster et la Triumph Street Triple. De la technologie, en veux-tu, en voilà, une machine ultra connectée, ultra moderne, et surtout la raison pour laquelle cette moto est première de ce classement, le fun. Je vous l'ai déjà dit dans l'essai de la Super Duke 1290 Evo, si vous l'avez raté, il est juste là. Les machines KTM ont pour vocation première et principale d'être des motos qui vous font kiffer, qui vous font sourire, qui vous font prendre le pied de votre vie. Et cette moto ne déroge pas à cette règle. Vous montez dessus, vous tournez la poignée, vous êtes là. Après, il y a des trucs qui peuvent ne pas plaire. Le look, j'en ai parlé. Quelques petites mesquineries de la part de KTM parce que c'est une machine qui est chère et pourtant le régulateur de vitesse et le quick shifter sont en option. Ça me fait un peu mal. D'autant que le régulateur de vitesse, si on le demande pas à la sortie d'usine, on peut plus l'avoir. C'est un bouton qui est intégré au commodo de la machine, donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Néanmoins, ça reste pour moi la reine absolue de cette catégorie. Il n'y a pas de doute possible dans mon cœur que la 890 Duke R est la grande gagnante de ce top 10 des roadsters sportifs les plus sympas du marché. Alors je sais, j'en ai oublié certaines. La Ducati Monster 1100 Evo qui avait été considérée par Moto et Motard à l'époque dans un hors-série la meilleure moto que vous puissiez acheter. Il y en a plein et n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, et surtout si vous les possédez, si vous les avez, vous me contactez et on s'organise un essai parce que moi j'aime bien essayer vos motos, c'est chouette. Et voilà, il n'y a pas de chichi, cette vidéo, ce top 10 est terminé. J'espère que ça vous a plu, vous vous êtes rendu compte, je pense, que j'étais assez dynamique, mais j'aime bien, vous me dites si le ton vous emmerde ou pas. En tout cas, il y a peu de chances que je change parce que je deviens de plus en plus naturel dans mes essais, ou tout du moins de plus en plus fidèle à ma personnalité, donc ça me fait plaisir. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît, laissez un petit like, la cloche de notification sur toutes, ça c'est important, et on se retrouve la semaine prochaine pour toujours des vidéos les plus folles. Salut les amis!